Je vais faire, comme chaque année, un exposé que je vais essayer de tenir en 25 minutes sur le bilan de ce que nous avons fait. euh, ah bah attendez, Est-ce que je me suis trompé de... Bah, j'ai pas... Bon, c'est le bilan 2023 et les perspectives 2024. Tu vois, j'ai quand même fait une erreur, Maria. Donc c'est la 10e journée annuelle de la filière. Et on a eu hier le colloque recherche, qui était la 7e édition et qui de nouveau a été un programme scientifique passionnant, comme je dirais les éditions précédentes, mais je pense que là où il y a un progrès évident qu'on sentait déjà venir les 2 dernières années, c'est qu'on a l'après-midi ces sessions où les centres de référence et les laboratoires associés présentent les travaux en cours, et là on voit vraiment une dynamique qui est vraiment très très plaisante. À côté de ces deux rencontres annuelles, vous savez qu'on a aussi chaque année les journées paramédicales, et nous avons eu cette année la 4e édition à Bordeaux. Il y en avait eu à Marseille, à Angers et à Paris auparavant, et l'an prochain ça sera à Reims. Donc je vais commencer, et ça va être rapide, puisque grâce à la présentation d'Anne-Sophie Lapointe, vous êtes tous au courant, si vous ne l'étiez pas déjà, des relabellisations. Et donc nous avions 7 centres de référence coordinateurs, donc quelque part dans le vocabulaire du PNMR, des réseaux, on va dire. Et maintenant nous avons 2 thématiques supplémentaires qui correspondent à 2 centres de référence coordonnateurs, les dyslipidémies rares, CEDRA, euh, coordonnée à Marseille, et puis l'anorexie mentale à début précoce, coordonnée à Paris. Et à côté de ces 2 nouveaux centres coordonnateurs, il y a une série aussi de centres constitutifs qui sont venus s'ajouter au centre de la croissance, au centre surrénal, au centre Prisis. Donc on a vraiment une dynamique aussi sur les centres constitutifs, et notamment ce qui nous avait été dit lors de la labellisation précédente: quand on crée un coordonnateur, on ne crée pas de constitutif, mais la labellisation suivante, vous pourrez en créer si les dossiers le justifient. Eh bien, on a vu sur notamment Prisis la création de centres de référence constitutifs, ce qui veut dire que pour la labellisation prochaine, on peut imaginer que les nouveaux centres de la filière puissent aussi s'ajouter des constitutifs. Donc on a maintenant un tableau où nous avons 26 centres de référence, si on additionne tous les coordonnateurs et constitutifs, et 195 centres de compétences. On couvrait en termes de géographie, indépendamment des périmètres de pathologie, déjà très bien la métropole, mais on n'était pas encore très présent outre-mer. Et maintenant, d'une part parce que nous avons un centre de référence à La Réunion, comme on l'a entendu dans les questions Anne-Sophie Lapointe, mais aussi parce que maintenant nous avons des centres de compétences aux Antilles. Eh bien, cette couverture, elle commence à être tout à fait correcte. L'ensemble des maladies évolue, puisque nous avons maintenant 2 nouveaux centres coordonnateurs, et donc nous avons fait évoluer l'infographie. Par rapport au début de la filière, lorsque la filière a été créée il y a 10 ans, nous avions listé les pathologies qui n'étaient couvertes par aucune filière, aucun centre de référence en fait, et qui nous semblaient être des objectifs à atteindre. Et je dirais que maintenant, aujourd'hui, on a en fait pu intégrer dans la filière ces différentes pathologies, puisque c'était les troubles de l'insulinosensibilité, les lipodystrophies, la dernière labellisation, les dyslipidémies, cette labellisation, et les infertilités masculines, cette labellisation par l'extension du périmètre du centre d'Evgen. Donc je pense que maintenant, par rapport à ce que nous avions identifié à l'époque, toutes les maladies endocriniennes sont couvertes dans la filière ou par d'autres filières, puisqu'on a un overlap, vous le savez, depuis le départ, avec Oscar pour les maladies phosphocalciques, et avec les obésités syndromiques, le Prader-Willi, qui est dans une autre filière. Ce qui n'est pas parfois sans poser des problèmes pour des services cliniques, notamment les centres de compétences qui sont polyvalents sur ces différentes pathologies, et ce qui n'est pas non plus sans poser parfois des problèmes avec l'Europe, puisque
découpage à l'Europe n'est pas exactement le même et que ces pathologies sont en général dans l'endo-ORN, à la différence de ce qui se passe au niveau national. Les associations de patients, nous en avons aujourd'hui 21 dans la filière. Les logos des 19 plus anciennes sont là sur le site internet de la filière. 2 autres ont rejoint récemment, Dunningham et Agathe, et donc vont avoir le logo ajouté. Et 4 autres, d'après les dossiers de labellisation des nouveaux centres, pourront être amenés à joindre la filière après l'arrêté de labellisation. Par rapport aux unités de recherche 22, les laboratoires de diagnostic, que ce soit génétique ou laboratoire d'homologie en général 75, et là aussi on peut s'attendre à des évolutions avec la labellisation. Il faudra qu'on réévalue, qu'on réinterroge l'ensemble des centres. De ce fait, le site internet va évoluer. Dans bien sûr son contenu, mais aussi sa présentation va vers des évolutions importantes l'an prochain. Et il va y avoir pour l'annuaire des dosages hormonaux, qui était déjà en place, une évolution aussi importante. De la même façon, nous allons créer un annuaire pour les programmes d'éducation thérapeutique, puisqu'on commence maintenant au niveau de la filière à en avoir un grand nombre. Les personnels de la filière figurent sur cette diapositive. Alors, avant de parler des ARC qui sont beaucoup là aussi pour la BNDMR, Maria Givoni, qui est bien sûr la chef de projet de la filière que vous connaissez tous, Mona Negret, qui travaille avec le groupe médico-social, qui est un médecin, et puis Natacha Marpila, qui est pharmacienne, qui travaille avec le groupe médicaments. Je présenterai une diapositive sur les actions de ce groupe. Natacha Marpila n'est pas exactement un personnel de la filière, c'est une travailleuse indépendante, mais qui contracte avec la filière. Les autres personnels sont des ARC qui sont soit mi-temps, principalement recrutés sur l'Observatoire de diagnostic, ça a été évoqué par Anne-Sophie Lapointe, soit temps plein avec un mi-temps sur, en général, l'Observatoire du diagnostic et un autre mi-temps sur d'autres activités de la filière comme la RCP ou les formations à Bamara. Ce qui fait qu'on a quand même un grand nombre de personnels actuellement. Il y a un temps plein sur la région ouest qui, depuis plusieurs années, quelle que soit la ville où la convention a été faite, n'arrive pas à être recruté, ce qui est dommage, mais ça souligne qu'avoir les financements, c'est bien, mais après, il faut aussi avoir toute une dynamique locale, y compris une dynamique administrative et un réservoir de gens à recruter. Ce n'est pas toujours évident. Et il y a une petite marge de progrès pour bien couvrir cette région. Au niveau de l'Europe, vous savez que l'Europe, pour les centres qui avaient été créés lors de la première vague, pas les deuxièmes, mais les centres qui avaient été créés dans la première vague ont été réévalués à 5 ans. Donc pour l'endo-ORN, où nous sommes le plus impliqués, 62 healthcare providers, c'est-à-dire centres, ont été relabellisés. Le score global de l'endo-ORN, vous voyez, est excellent, 94%. Et il y a 4 HCP qui n'ont pas été réévalués ou qui ont quitté l'évaluation en cours de route. Un, en fait, qui nous concerne directement, c'était le centre de Michel Pollack à Necker sur les diabètes rares, tout simplement parce que ce centre avait été labellisé avant que Prisis existe et que Prisis ayant été labellisé, il n'y avait plus vraiment de justification à ce que ce centre existe de façon autonome. Mais en fait, ce centre qui est parisien a rejoint le consortium qu'on avait créé à l'intérieur de l'assistance publique pour éviter de multiplier les HCP, ce qui finalement était une bonne initiative, puisque maintenant il y a une espèce de contingentement par pays en fonction de la population du nombre d'HCP. Donc ce centre-là, après discussion avec l'endo-ERN, a rejoint en fait le consortium APHP, Cochin, Trousseau, Necker, Pitié-Salpêtrière, Robert Debré, ce qui fait que ça fait un centre français de moins, ce qui, s'il y a des appels d'offres ultérieurs, laissera prendre la possibilité d'en rajouter un, ce qui est bien puisque nous avons maintenant de nouveaux centres. Et puis il y a un centre qui, en cours de route, a décidé de ne pas aller jusqu'au bout de l'évaluation et deux centres qui ont décidé de ne pas soumettre l'évaluation. Donc c'est finalement une minorité de centres qui n'a pas été relabellisée. Je crois que dans notre filière et pour l'endo-ORN en France, il n'y a qu'un seul centre qui a eu le privilège d'être audité sur site. C'est le professeur Rodien Angers pour le TRH, avec Régis Coutan, oui, tout à fait. Bon, finalement, ça s'est très bien passé, puisque oui, vous avez un excellent score.
Les autres ont été évalués sur dossier. Les groupes de travail de Firando, ils sont là, vous les connaissez tous, puisque maintenant, ils existent depuis la dernière labellisation. Et ces groupes de travail qui ont beaucoup travaillé, vous voyez sur les diapositives, je mentionne parfois le nom d'un groupe de travail parce que ce qui est rapporté comme action est vraiment le résultat de la réflexion et du travail de ces groupes de travail. Comme nous avions fait lors de la précédente labellisation, il va falloir réfléchir début de l'an prochain, j'espère que le décret ne va pas trop tarder, à leur redéfinition, à la fois dans leur contour thématique, parce qu'il y a toujours des évolutions, et aussi dans leur composition, et bien sûr faire un appel à toutes les bonnes volontés. Comme vous avez vu, il y a des moyens au niveau de la filière, et ces moyens sont aussi mis à disposition pour les actions des groupes de travail, sous les différentes façons que nous pouvons avoir de les aider. Une action, par exemple, qui vient d'un des groupes qui est le plus actif dans notre filière, le groupe médico-social, c'est le carnet de suivi patient, adapté à certaines pathologies, à la fois pour les enfants, les adolescents et les adultes. Avec, vous voyez un calendrier là, de planning d'un projet qui devrait être terminé en 2024 et qui avance tout à fait selon les projections qui avaient été faites initialement. Ensuite, le groupe support aux associations de patients, vous savez, avait fait une enquête sur l'annonce du diagnostic et les résultats de cette enquête avaient été présentés lors de la journée annuelle et maintenant c'est une publication. Donc la filière, au-delà de l'étude, au-delà de l'enquête, je veux dire, a aidé à l'analyse statistique, a pris en charge l'analyse statistique et la publication en open access. Donc ça fait partie des moyens que la filière a pour soutenir l'action des groupes de travail. Et le même groupe de travail qui est très actif débute maintenant une enquête sur la transition qui, j'espère, aura autant de succès que l'enquête sur l'annonce du diagnostic. Le groupe de travail médicaments hors AMM et rupture de stock. Cette diapositive résume, préparée par Natacha Marpilla, donc la pharmacienne qui travaille sous contrat, donc à temps partiel, hein, simplement pour la filière, les actions. La question du médicament, ça a été dit par Anne-Sophie Lapointe, est une question importante. Et il y a un groupe interfilière qui s'appelle le GRIOT, qui a été créé, avec plusieurs réunions au cours de l'année. Initialement, ce groupe était surtout focalisé sur une demande qui venait très fort des autorités sur les prescriptions hors AMM et les demandes de prescriptions compassionnelles. Et donc, vous avez tous participé à l'établissement de listes de médicaments des maladies rares endocriniennes qui pouvaient être recensés dans ce cadre-là. Et plus récemment, ce groupe a été aussi questionné sur la question des essais cliniques, les essais thérapeutiques pour les maladies rares qui posent des problèmes spécifiques. Et puis la question qui n'est pas spécifique aux rares, mais qui est vraiment particulièrement aiguë dans le rare, des ruptures de stock de médicaments. Et semble-t-il, dans le PNMR4, il y a une idée que ce griotte soit défini, que ses missions soient bien précisées et que ça devienne un guichet unique pour plusieurs acteurs pour tout ce qui concerne le médicament et les maladies rares. Dans les suites du recensement des médicaments hors AMM, on nous avait demandé de prioriser 2 molécules par filière et les 2 qui sont pour l'instant proposées, ça peut évoluer pour rentrer dans ce process de prescription compassionnelle, ça serait le teprotumumab dans le basedo pédiatrique et la GH dans l'anorexie mentale du sujet précoce. Ce groupe participe de façon importante à une réunion annuelle nationale de l'Observatoire des traitements. La question des ruptures de médicaments, c'est une question importante qui concerne aussi les sociétés savantes, la SFE, la SFE-DP, et qui va être l'objet d'une communication plus tard par la NSM dans cette journée. Et l'idée et les outils qui commencent à être mis en place, c'est de pouvoir répertorier sur le site internet de Firando, comme c'est fait aussi sur le site de la SFE notamment, les informations, mais spécifiquement sur les maladies rares pour nous, sur les ruptures de stock de médicaments. La BNDMR, rapidement, un travail majeur du groupe de travail BNDMR et base de données. Dans le périmètre de nos centres compétences références, il y a aujourd'hui 86 000 patients qui sont inclus. 14% d'entre eux s'opposent entre guillemets à la réalisation de leurs données, c'est-à-dire la case
j'autorise pour la recherche mes données n'a pas été coché, ce qui ne veut pas forcément dire que de façon active il y a une opposition, ça peut être simplement que l'information n'a pas été faite. Vous voyez qu'il y a un bon équilibre entre enfants et adultes, puisque 57% sont inclus à l'âge adulte, ce qui ne veut pas forcément dire que la maladie a commencé à l'âge adulte, mais c'est l'âge où le patient a été inclus dans la base, et 42% sont des enfants. Et il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes, ce qu'on peut attendre par rapport au profil de nos pathologies, puisque vous voyez 59% de femmes et 41% d'hommes. 30 pour lequel le sexe n'est pas précisé dans la base. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément des anomalies du développement génital, c'est peut-être simplement, on est à un taux tellement faible, les dossiers incomplets qu'on a dans toute base de données. Vous avez une image là de la file active, c'est-à-dire un patient vu dans l'année, telle qu'elle est saisie au cours de l'année écoulée entre septembre 2022 et août 2023. Vous voyez, en gros, on est autour de 4000 patients par mois. Ça baisse à la fin, c'est simplement que c'est des patients qui ont probablement été, qui seront saisis après, qui n'ont pas été encore saisis. Et le mode de saisie, vous voyez qu'on est à peu près équilibré entre une saisie directe dans Bambara ou une saisie dans le dossier numérique de chaque hôpital qui ensuite est exporté de façon automatique dans Bambara de façon plus ou moins simple et plus ou moins automatique, plus ou moins directe, suivant les systèmes et les hôpitaux. L'idée, c'est qu'à terme, tout puisse être exporté à partir de DPI, puisque ça évite une action spécifique, notamment pour les médecins, d'aller dans Bambara. Il suffit de remplir la fiche en plus à côté de l'activité clinique standard. L'impasse diagnostique pour notre filière, c'est beaucoup les pathologies qui sont en fait des préindications dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025. C'est quelque chose qu'on avait déjà beaucoup discuté, je ne vais pas revenir dessus. Là, vous avez le bilan numérique sur les deux plateformes Sequoia et Euragen de nos différentes préindications. Donc les choses, si on veut voir le verre plein, à moitié plein, je dirais, sont bonnes dans le sens que toutes les préindications sont maintenant actives et fonctionnent avec un certain nombre de dossiers, vous voyez sur la ligne complètement à droite, qui sont clos, c'est-à-dire qu'on a été jusqu'au bout du rendu de résultats. Et si on veut voir le verre à moitié vide, le nombre de dossiers clos par rapport au nombre de dossiers retenus, prescrits en RCP, il y a un différentiel, ça c'est une chose, mais il y a plein d'étapes techniques qui peuvent l'expliquer. Et là où, par contre, je pense qu'il y a des efforts à faire, c'est que le nombre de dossiers validés en RCP par rapport au nombre de dossiers qui avaient été mis dans les dossiers de candidature, là, il y a un gap qui est souvent beaucoup plus important. Alors, comme toujours, il y a probablement eu un petit peu de surestimation dans les dossiers de candidature, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup encore d'inertie de patients qui ont été génotypés il y a 5 ou 10 ans et on ne pense pas forcément qu'ils pourraient être rattrapés avec France Médecine Génomique aujourd'hui. À la différence d'un patient dont on rend le résultat aujourd'hui, on pense tout de suite si ce résultat est négatif à France Médecine Génomique. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire de tous les cliniciens des centres de référence et compétences qui suivent ces patients, parce que par définition, si on leur a rendu un résultat négatif, pas forcément de raison de revoir le généticien qui serait peut-être plus à même de penser à les inclure dans France Médecine Génomique. Et on a de nouvelles préindications des extensions qui ont été soumises là avec une audition tout récemment la semaine dernière, qui je pense seront retenues. Tout d'abord une extension de préindication dans le cadre de l'IOP aux anomalies ovocytaires, l'insuffisance surrénalienne et puis les dyslipidémies rares. Les PNDS et les programmes d'éducation thérapeutique, on en a parlé un petit peu avec l'intervention d'Anne-Sophie Lapointe. Là, je vous mets simplement les programmes que nous avons décidé de soutenir, puisque vous avez compris que la DGES, cette fois-ci, a délégué le financement aux filières et non plus fait un appel d'offres général. Et ce qui a été décidé cette année, en mettant une priorité sur les nouveaux centres, c'était de soutenir crânio-pharyngiome, qui là n'est pas un nouveau centre, mais il y a plusieurs centres et c'est même à cheval entre deux filières. Hypercholestérolémie familiale homozygote, et là c'est un nouveau centre, et puis infertilité masculine rare. Ensuite les ETP, retenus, vie sexuelle et affective, donc c'est les patients MRKH et insensibilité aux androgènes, malformation hétérovaginale, donc ça c'est le PGR. ETP, patients atteints d'hypercholémie micronémie familiale, et là c'est
un centre de compétences du nouveau centre de référence CEDRA à Lyon, et puis diabète insipide, le centre HIPPO. Enfin, la formation, puisqu'on a un grand nombre d'actions autour de la formation dans le cadre des maladies rares. La journée paramédicale, quelque part, en fait partie. L'an dernier, nous avions mis au point des vidéos. La suite va bientôt arriver. Les tournages ont été faits. Vous voyez les différentes pathologies et les centres qui sont impliqués. Donc, ça sera 7 vidéos supplémentaires. Et puis, maintenant que nous devons avoir 9 centres coordonnateurs, ça sera peut-être 9 vidéos l'an prochain. Ensuite, nous avons financé des formations pour des parents experts, un programme qui est développé par des centres de référence. Et là, c'est sur appel à candidature. J'en reparle parce que notamment, il est arrivé que parfois, il n'y ait pas de candidats. Donc, dans le cadre des associations de patients, pensez à faire un rappel pour cette possibilité de financement. Et puis aussi les bourses de participation au congrès d'endocrinologie qui sont un moyen de former, que ce soit des médecins, des pharmaciens, des chercheurs, aussi des représentants des associations de patients et des paramédicaux aux maladies rares. Le prérequis, c'est d'être dans une structure membre de FIRANDO au sens large, que ce soit une association de patients, un laboratoire de recherche ou bien évidemment un service clinique ou un laboratoire de diagnostic. FIRANDO prend en charge tout ce qui est lié au congrès, de l'inscription, au déplacement et à l'hébergement. Et là, sur l'année 2023, on a pu avoir 5 boursiers pour le congrès européen d'endocrino, 3 pour le congrès américain, 4 pour le congrès européen d'endocrino pédiatrique, et puis 18 pour le congrès de la SFE, dont 14 paramédicaux. Donc ça, c'est une action que je pense extrêmement importante, c'est de pouvoir stimuler l'intérêt pour nos maladies rares endocrines des paramédicaux en leur permettant d'aller à des congrès, ce qui n'est pas dans leur vie quotidienne. Et je dois dire que c'est une expérience qui est enrichissante pour eux et qui est certainement une façon à terme de les fidéliser dans notre spécialité. Et jusqu'à maintenant, même si les congrès internationaux sont ouverts aux paramédicaux, je crois qu'on n'en a eu qu'un en 2022 qui est allé au congrès européen, mais on n'a jamais eu de demande. Donc il y a la barrière de la langue, mais là aussi, si vous avez des paramédicaux qui sont un tant soit peu anglophones et qui sont un peu dynamiques, parlez-leur de cette possibilité, parce que notamment au niveau du congrès européen d'endocrino, je prends ma casquette là de président de l'ESE, on a un groupe, un nurse committee, de la même façon qu'on a un clinical committee ou un science committee, et il y a des pays où les infirmières sont très avancées, quelque part très spécialisées, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves, les Pays-Bas. Et je pense que si nos paramédicaux pouvaient avoir cette ouverture, ça serait une façon de les faire progresser et en même temps de les fidéliser dans nos centres de référence et centres de compétences maladies endocriniennes. Donc n'hésitez pas à leur en parler très en amont parce qu'ensuite il y a toujours aussi la problématique de la présence en salle et il faut se mettre d'accord avec les cadres, etc. Donc vous pouvez anticiper sur les congrès de l'an prochain et bien évidemment le congrès de la SFE où là il n'y a pas de problème. Je pense que c'est maintenant assez bien vu. Ensuite, dans nos actions de formation, on essaye aussi, et ça c'est un projet de l'ensemble des filières, de sensibiliser les non-spécialistes aux maladies rares et aux structures. Et donc vous voyez différents congrès où FIRANDO, associé à d'autres filières, parfois porteurs spécifiquement du projet pour ce congrès, parfois associé, est intervenu avec différentes cibles qui sont importantes, médecins généralistes, pédiatres non spécialisés, les urgentistes et puis les enseignants en médecine générale. Ensuite, toujours pour la formation, vous savez que depuis 2 ans maintenant, on fait un appel d'offres pour des bourses de Master 2 et de thèse de sciences dans le cadre des maladies rares endocriniennes. Et en 2022, nous avions pu financer 2 masters et une thèse. Cette année, nous avons financé une thèse. Nous aurions pu financer un master, mais il y a eu un désistement et ceux qui étaient sur la liste d'attente se sont désistés. Pourquoi? Parce que les gens ont d'autres financements. Donc ça pose, et ça c'est quelque chose que j'ai vu sur plusieurs appels d'offres Master 2 pour principalement des internes. Et donc ça pose la question de savoir s'il y a un vrai manque là et de savoir si on poursuit cette action pour les masters. L'impression, quand on l'avait créé, c'est qu'il y avait un vrai besoin, puisque d'ailleurs on en a eu 2 l'an dernier, mais c'était difficile
savoir si ça sera systématique chaque année. Est-ce que ça traduit moins d'internes qui veulent faire des masters? Est-ce que ça traduit une augmentation des postes en année recherche? Je n'ai pas bien compris l'analyse, mais j'ai vu sur plusieurs, on a eu au niveau du GH aussi un appel d'offres du même type, et aussi il y a eu des désistements en cascade. Mais le problème quand il y a des désistements en cascade, c'est comme on le sait toujours très tard, on ne peut pas rattraper sur d'autres types de financement. Et donc la question pour l'an prochain, c'est de savoir comment on fait évoluer ça. Ça sera une question pour le collège et le groupe de travail recherche. Et éventuellement, est-ce qu'il faut penser aussi à soutenir la mobilité, puisque c'est des demandes qu'on m'a fait plusieurs fois, la mobilité type postdoc ou simplement une formation ou un stage de recherche complémentaire de quelques mois, c'est des questions qui seront ouvertes. Et puis, dernier projet, là, nous avons été approchés par une société qui s'appelle Entropie, qui est spécialisée dans la formation de tous les intervenants autour des structures d'urgence, que ce soit ceux qui répondent au téléphone au niveau du SAMU, que ce soit les pompiers, que ce soit les médecins urgentistes. Et ils voulaient développer des programmes sur les maladies rares, et ils voulaient commencer par des maladies rares endocriniennes. Donc c'est des modules de formation très didactiques, avec des mises en situation. Et on a retenu 4 pathologies qui correspondent en fait aux pathologies de nos cartes d'urgence, en disant c'est logique de commencer par celle-là. Et si ça marche bien, c'est quelque chose qui pourrait être étendu. Et normalement, c'est quelque chose qui est déjà bien lancé et qui devrait être réalisé dans les 6 à 9 mois qui viennent. Donc je remercie sur cette diapositive l'ensemble des coordonnateurs et des membres des groupes de travail qui ont été très actifs, l'ensemble des personnels de la filière qui sont extrêmement actifs. Je rappelle qu'il y a pour la région Ouest toujours un manque, et si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à le diriger vers nous. Retenez pour l'an prochain la date de la journée annuelle, ça sera le 4 décembre. Et à 13 h, avant d'aller manger, descendez tous dans l'amphi parce qu'on fera une photo de l'ensemble de la filière. Ça fait quelques années qu'on n'en a pas fait lors de la journée annuelle. Il y a de nouvelles têtes, donc il faut qu'on renouvelle la photo. Je m'arrêterai là.